Bonsoir à vous, chers auditeurs de Radio Veritas. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec la culture sur la 96.9. Aujourd'hui, Culturama reçoit un illustre invité, le prince Koumandoumbé III, éminent professeur à multiples casquettes que nous aurons l'occasion de découvrir à travers son nouveau livre intitulé Nouvelles interdites. Derrière ce micro, je suis Domi Dikoumé, assisté du côté technique par Guy Hervemba. Vous êtes bien sur Radio Veritas. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Culturama. Comme annoncé un peu plus tôt, nous sommes en compagnie du prince Koumandoumbé III. Bonsoir, prince. Bonsoir, Denis. Alors, quelle casquette vous aimeriez qu'on utilise, le prince ou le professeur? Oh, mais vous savez, je crois que ce soir, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est plus de la casquette d'écrivain si vous m'invitez pour les nouvelles interdites. Alors, si vous le permettez, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas? Qui est le professeur Koumandoumbé III? Alors, c'est typique pour le Cameroun. Je suis camerounais et je suis né au Cameroun, j'habite le Cameroun. J'enseigne au Cameroun, même si je vais aussi beaucoup à l'étranger. Mais c'est vrai que j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai quitté ce pays. J'étais très jeune, j'avais à peine 15 ans, en 1961, pour partir en Allemagne, dans un environnement complètement allemand, dans un lycée allemand où je devais faire les mathématiques, la physique et la chimie en langue allemande. Il fallait s'y faire jusqu'à ce que j'obtienne le bac en mathématiques et sciences, un bac allemand. Mais après, je suis parti en France pour faire mes études à l'Université de Lyon. Et à l'Université de Lyon, donc, j'ai eu à étudier différentes choses, mais j'ai terminé avec 2 doctorats. Un doctorat en histoire et un doctorat en études germaniques. Bon, et j'ai commencé donc à enseigner à l'Université de Lyon, mais j'enseignais dans plusieurs disciplines, puisque j'enseignais aussi bien au département de langue, où j'enseignais l'allemand au français, mais j'enseignais aussi à l'Institut de sciences politiques, où j'étais le responsable de la politique internationale de l'Allemagne. Mais je suis, après quand même, en 79, je suis rentré au pays.
Et parce que je me disais, mais je peux pas, tout mon savoir que j'ai, quand j'enseignais à Lyon, il y avait que des blancs dans mes cours, et ça me faisait mal que je ne pouvais même pas donner mon savoir à mes frères et sœurs. J'ai donc décidé de rentrer, et en 1979, j'ai donc commencé à enseigner à l'université de Yaoundé, ce qui est devenu aujourd'hui Yaoundé 1. Voilà. Et j'ai donc commencé là-bas en 1979, et je viens à peine de prendre ma retraite il y a 2 mois de l'université de Yaoundé 1, même si je continue à encadrer mes étudiants de master et de doctorat. Alors ça, si vous voulez, c'est le côté... c'est vrai, j'ai oublié que j'ai aussi enseigné pendant 10 ans à l'université de Berlin comme professeur de sciences politiques, parce que à un moment, je suis parti d'ici pour faire ce qu'on appelle une habilitation. C'est ce qu'on fait après le doctorat, une habilitation en sciences politiques. Et j'ai fait cette habilitation en sciences politiques à l'université de Berlin. Et ce qui me préoccupait, c'est que je voulais comprendre, après avoir fait mon doctorat à Lyon, mon doctorat à Lyon, c'était sur la politique africaine de l'Allemagne hitlérienne. Je voulais savoir ce que Hitler voulait faire en Afrique. Après, s'il avait gagné la guerre, qu'est-ce que Hitler aurait fait en Afrique? Et j'avais effectivement publié à Paris un livre à ce moment qui s'appelait Hitler voulait l'Afrique. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit dans le monde à l'époque, parce que tout le monde pensait que Hitler ne voulait pas aller en Afrique. Mais moi, avec les documents que j'ai trouvé qu'il avait un plan très sérieux, que une fois qu'il a gagné la guerre, il va restructurer toute l'Europe, et pour dire ça un peu facilement, toute l'Afrique va devenir une immense colonie de l'Europe réunifiée. Alors, Hitler a perdu la guerre. Donc, quand je suis donc allé faire mon doctorat, mon habilitation en sciences politiques en Allemagne, ce que je voulais savoir, c'est cette Allemagne-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Afrique? Il y avait 2 Allemagnes, l'Allemagne démocratique et l'Allemagne fédérale. Et mon souci, c'est je voulais savoir de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud, quelle était leur politique maintenant après la guerre, c'est-à-dire dans les années 80-90. Et c'est ainsi donc que j'ai fait une thèse d'habilitation sur la politique africaine de l'Allemagne fédérale. Et alors, ils sont venus me voir bien sûr tout de suite, quand après l'habilitation en 1989, le professeur Hans Sprenger de l'époque, qui avait la chaire de la politique africaine, me dit, mais tu ne peux pas partir, nous on a besoin de toi parce que tu es le seul spécialiste sur la question. Nous n'avons encore personne ici en Allemagne. Mais je lui ai dit, mais moi je suis de l'université de Yaoundé, vous avez des spécialistes dans beaucoup d'aspects, de disciplines. Bon, nous, ce n'est pas seulement au Cameroun, même en Afrique, nous n'avons personne. Si vous n'avez personne, je suis le premier chez vous, mais aussi en Afrique. Donc je préfère quand même rentrer chez moi et donner ses connaissances. Mais ils m'ont dit non, tu ne pars pas. Alors si tu rentres à Yaoundé, tu dois signer un contrat que chaque semestre tu vas venir ici, au maximum tous les 2 semestres, pour donner les cours aussi à nos étudiants. C'est ainsi donc que j'ai commencé en 1989, fin 1989, je suis rentré ici, mais j'allais à Berlin, je donnais mes cours, le secrétariat à Berlin m'envoyait les copies d'examen à Yaoundé, je les corrigeais et j'envoyais les notes à Berlin. Ça a duré pendant un certain moment jusqu'à ce que, bon, en 92, quand il y a eu les malentendus et les problèmes politiques au Cameroun, l'université de Berlin m'a donc demandé de venir si le Cameroun n'avait plus besoin de moi. En 92, c'est ainsi donc que je suis parti. Finalement, j'ai enseigné là-bas pendant 10 ans. C'est moi qui étais responsable de la chaire de politique africaine. Bon, mais ça c'est maintenant le côté académique. Mais je suis un écrivain, c'est pour ça que vous m'invitez aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à écrire très tôt. Mon premier livre, mon premier recueil de poèmes, c'est en langue douala. Et vous n'allez pas comprendre, moi-même je ne sais pas comment. C'est quand je suis parti en Suisse, en 1962, en vacances, comme un petit élève, que tout ça est venu, que le douala s'est imposé. Et j'ai terminé mon recueil de poèmes en douala, malheureusement que j'ai perdu. Bon, comme j'étais dans un monde germanique, finalement c'est en allemand que j'ai écrit ma première pièce de théâtre, Lumumba der Zweite, Lumumba 2, en 1968. Mais là aussi j'écris ça en allemand, mais j'étais à Londres. Et c'est à Londres, donc en plein milieu anglophone, que j'ai écrit ma première pièce de théâtre. Bon, j'ai écrit par la suite donc plusieurs autres pièces de théâtre, toujours en langue allemande.
Ach, Cameroun, unsere alte deutsche Kolonie, le Cameroun, notre ancienne colonie allemande, ou bien Das Fest der Liebe, la fête de l'amour, ou bien Kafra Biatanga Tragödie Afrikas, Kafra Biatanga Tragédie de l'Afrique. Bien, ça c'était. Mais après, après mon bac, en 1967, je suis parti à Lyon faire mes études. Et c'est à Lyon, donc, si vous voulez, en France, à Paris, que je commence donc à publier en 1973. Aux éditions Oswald, mes premières pièces de théâtre, comme Cannibalisme, ou bien la traduction de Kafra Biatanga, ou bien Le Soleil de l'Aurore sur les indépendances en Afrique et surtout l'indépendance au Cameroun, ou bien Lisa la putain d'eux. Bon, voilà, et comme ça, et le livre dont on va parler aujourd'hui, Nouvelles interdites, ce livre aussi, je l'ai écrit entre 1970 et 1975. Ce sont les histoires réelles de mon pays, le Cameroun. Mais le Cameroun était structuré de telle manière que ce livre ne pouvait pas circuler au Cameroun. Le livre est sorti à Lyon en 1978, avec une grande fête à la bibliothèque de la Part-Dieu, avec la fête de la musique, etc. Mais il ne pouvait pas circuler chez nous parce que la censure était encore trop importante. Et bon, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que ce livre vient d'être maintenant réédité par les éditions Afrique Avenir Exchange and Dialogue. Bon, mais voilà un peu mon cursus. J'ai écrit beaucoup de livres, mais comme vous dites, je ne suis pas connu chez moi. J'ai publié 13 livres en langue allemande. Bien sûr, je ne peux pas reprocher à un Camerounais de ne pas savoir ce que j'ai écrit en langue allemande. Mais comme j'ai dit, j'ai commencé à publier à Paris en 1973. Et c'est ça le drame de l'Africain, que moi, Camerounais, vivant au Cameroun, je ne suis pas connu chez moi. Ce que j'écris, les gens ne connaissent pas. J'ai écrit quand même 70 livres dans plusieurs langues. En douala, en allemand, je viens de vous dire 13 livres en langue allemande, en français, etc. Mais ici, quand vous allez à l'école, c'est les livres des Blancs qui forment nos enfants. C'est un scandale qu'il faut arrêter. Ce n'est pas seulement un scandale, c'est un génocide intellectuel, c'est un génocide spirituel. Et je dis toujours avec force qu'il faut arrêter ça, puisque j'ai enseigné dans les autres pays. J'ai enseigné en France, c'est les auteurs français. J'ai enseigné en Allemagne, c'est les auteurs allemands. Et quand on vient au Cameroun, c'est toujours les auteurs étrangers. Il y a quelques rares auteurs camerounais ou africains qui sont au programme. Professeur, nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce problème des ouvrages au programme ici au Cameroun dans un autre cadre sûrement. Mais surtout, moi j'ai une interrogation. Comment un scientifique s'est retrouvé à écrire des livres? Mais moi, vous savez, écrire un livre, pour moi, c'est comme une femme qui est enceinte. Vous n'avez pas le choix, vous devez accoucher. Ça ne peut même pas... Vous devez accoucher. Moi, quand je dors la nuit, tout ça, c'est dans mon esprit. Je dois me lever la nuit pour écrire, sinon ça ne peut pas aller. Quand ces idées, même cette nuit encore, je me rappelle, cette nuit encore, je me suis levé à 2 heures du matin. Parce que je me dis, il y a un film qui est dans ma tête, tous ces Africains de la diaspora, la Camerounais de la diaspora qui sont venus ici. Tout ce qui s'est passé à Bimbia, c'est-à-dire ce cercle qui se referme, ce cercle qui a été ouvert depuis 600 ans, qui est en train de se refermer, eh bien, je me suis levé, j'ai commencé à écrire un scénario. Il faut pour expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Donc, moi, c'est vrai que à la maison, peut-être les gens allaient dans ma maison, parce que j'ai 9 enfants, hein. Donc, vous voyez, j'ai pas dormi, j'ai fait, hein, 9 enfants. Bon, donc ça veut dire que quand tout le monde allait se coucher, c'est là où moi je commençais à travailler. C'est-à-dire je commençais à écrire. Et très souvent, j'allais dormir, mais avant que la famille ne se lève, moi j'étais déjà à ma table de travail. Sinon, moi-même, je me demande comment Dieu a fait pour que je produise jusqu'à 70 livres. Comment est-ce que ça s'est passé? Moi-même, je ne sais pas. C'est lui seul qui sait. Alors, vous êtes aujourd'hui dans ce studio pour nous parler de votre nouveau livre, Les Nouvelles Interdites. Pourquoi les Nouvelles Interdites? J'ai dit Nouvelles Interdites parce que moi, j'étais à Lyon à l'époque, comme un jeune, 24 ans, autour de 24 ans comme ça. J'étais un jeune, mais le Cameroun a été toujours très proche, l'Afrique a été toujours très proche, et tout ce qui se passait en Afrique, tout ce qui se passait au Cameroun, c'était dans mon corps, dans mon sang, dans mon esprit. Et il y avait une règle sacrée
Depuis que je suis parti en 1961, je me suis toujours dit, tu ne dois jamais passer 2 ans à l'extérieur sans avoir été au pays. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu respecter cela. Donc j'étais là tout le temps, même quand j'étais à l'étranger. Ça fait que je ne pouvais jamais passer 3 ans sans venir au Cameroun. Bon, donc ça veut dire que ce qui se passait, je pouvais sentir, je pouvais comprendre. Alors, j'ai écrit dans tout ça. N'oubliez pas que 1970, c'était quand même le temps de Amadou Ahidjo. C'était le temps de Amadou Ahidjo, c'était le temps où la France pouvait encore nous permettre de parler en France, mais où c'était strictement interdit que nous parlions ici chez nous, pour ne pas gêner les intérêts du néocolonialisme. Et moi, vous savez, j'ai toujours été très clair dans ma vie. Je ne fais pas de compromis. Je suis un prince. C'est-à-dire que j'ai un devoir sacré de protéger mon peuple. Et pour moi, protéger mon peuple, c'est d'abord dire à mon peuple ce qui se passe, pour l'éclairer. Bon, quand maintenant les autres ne veulent pas, je fais quand même si ce message ne peut pas arriver jusqu'à mon peuple. Vous voyez, j'ai écrit ces nouvelles en 1970-75. C'est aujourd'hui. Seulement que c'est accessible. Bon, mais la maladie du Camerounais aussi, c'est qu'il préfère acheter une bouteille de whisky au lieu d'acheter un livre. Ça, c'est la maladie du Camerounais et de l'Africain, mais surtout du Camerounais. Et il va dans une boîte de nuit, vous ne savez pas combien il va dépenser là-dedans, mais un petit livre de 7000 francs, il ne va pas acheter. Il va dire, ah, c'est trop cher. Bon, en réalité, parce que pour lui, le livre, en réalité, c'est pour réussir les examens à l'école. Et une fois qu'il a eu son diplôme, il oublie même tout ça. Parce que c'est ça la fonction du livre chez nous. C'est-à-dire, le livre, ce n'est pas là pour t'apporter, pour te fortifier dans ta personnalité, mais c'est pour réussir à l'examen et avoir un travail quelque part. En Europe, c'est tout à fait, dans les autres pays, c'est tout à fait différent. Le livre, c'est pour constituer ta personnalité, c'est pour te faire grandir tous les jours. Voilà donc pourquoi c'était les nouvelles interdites. Et je me dis, jusqu'aujourd'hui, certains gens vont frissonner quand ils vont lire ce livre, même aujourd'hui en 2012. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est pour dire qu'on a conservé ce titre. On aurait pu changer le titre, mais on a conservé ce titre au niveau de la maison d'édition Afrique Avenir Exchange and Dialogue, en se disant, est-ce que vraiment aujourd'hui nous pouvons dire ce qui nous concerne? C'est pour ça que je prends l'école. C'est pour ça que je prends l'école. Comment est-ce que moi, Koumane Doumbé-Touré, Camerounais Camerounais, un prince de mon état, aucun de mes livres n'est utilisé dans les écoles, dans les universités? Pourquoi est-ce que c'est les autres qui doivent m'envoyer un billet d'avion des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, pour que je vienne présenter mes livres parce que mes livres sont au programme là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a encore une interdiction qui ne dit pas son nom. Nous reviendrons un peu plus en détail sur les nouvelles interdites, le temps de prendre une ponctuation musicale. Wasela mile moto tangala la londo tenge Mujangamba mene pompende abumba ninkweda nyendi Bibu wana kusino ano kidungu tenjika Mde owala ba musima mongo mudangwa newai Musima mongo ndangwa newai Uniponda didano dida mapoko Nijabe monyambang Osida dosu na musangu Deponda bapimbi nomba musa mundi Okumonde bunka duwala Namoni mwandutu Ponda bawele nomba itaba nyingu Wiya wala likuwa Okumonde tukwa mangandu Ukwa
man bongi bongo na tenonda bam basono te akobati na sobi owajida. Vous êtes sur Radio Veritas, vous écoutez Culturama. Nous sommes en compagnie du prince Kumandoumbe III, le professeur Kumandoumbe III, puisque c'est la casquette qu'il porte ce soir pour nous parler des nouvelles interdites. Non, de l'écrivain. Aujourd'hui, je suis écrivain. L'écrivain donc qui vient de publier le livre Nouvelles interdites, publié en 78 à Lyon en France, mais seulement en 2011 au Cameroun, 40 ans après, presque environ. C'est ça. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vos livres ne sont pas utilisés dans les écoles camerounaises, pourtant vous êtes un Camerounais. Vous avez essayé d'approcher les autorités camerounaises pour leur proposer vos livres? Je pense que le temps est venu pour le faire aujourd'hui, mais je vais vous raconter une anecdote. Aujourd'hui, sans citer de nom, puisqu'on ne cite pas les contemporains. J'étais président de l'Association nationale des poètes et des écrivains du Cameroun, APEC, pendant 10 ans, de 81 à 91. Et quand nous avons constaté que plus de 97% des auteurs au programme scolaire étaient des étrangers, comme nous avions régulièrement chaque année des réunions avec le ministre de l'Éducation nationale, avec le ministre de l'Information et de la Culture, ou de la Culture et de l'Information, parce qu'à un moment c'était deux ministères différents. On avait donc le comité directeur de la PEC et ses ministres, on avait souvent des réunions annuelles. Nous sommes allés voir le ministre de l'Éducation. On lui a dit, monsieur le ministre, regardez, voilà les statistiques, voilà. 97% des livres qui forment nos enfants sont des livres écrits par des étrangers. C'est un scandale, c'est un génocide. On n'a jamais vu ça dans les autres pays. Il dit, ouais, vous avez fait du bon travail. Vraiment, allez me faire des propositions. Vous savez, les ministres, tous ces gens, ce sont des grands politiciens. Nous, on ne savait pas, on croyait que c'était vrai. Alors, on est parti leur faire des propositions. Tout, voilà les écrivains qu'il faut mettre au programme. On a fait une deuxième séance, il a dit, vraiment, vous avez fait du très bon travail, je vous remercie. Vous savez ce qui s'est passé après? Il m'appelle au téléphone. Il me dit, je t'invite à déjeuner chez moi, à la maison. Bien, je suis venu, très bon repas. On était à deux, parce que sa femme s'était retirée. Après, il me demande, mais qu'est-ce que tu me veux? Toi, tu me demandes des choses, tu ne sais pas que si je fais ce que vous voulez là, il suffira d'un coup de fil de Paris et puis je suis plus ministre de l'Éducation. Si je vous mets tous ces auteurs au programme là. Donc, ce n'est pas qu'il avait une mauvaise volonté. Il voulait seulement m'expliquer comment était la situation. Bon, je sais qu'aujourd'hui, les choses ont évolué quand même. Nous ne sommes plus à ce moment-là. Les choses ont évolué et je vais demander que notre maison d'édition essaye de se rapprocher de ceux qui font les programmes scolaires pour que, enfin, moi aussi, je puisse être, disons, mis au programme chez moi. Mais je vous dis, dans les autres pays, moi, je ne sais même pas. Hein, je reçois seulement un billet d'avion que, pardon, il y a ton œuvre qui est au programme là, viens pendant une semaine là parler à nos étudiants. Est-ce que je fais même quoi là on m'envoie seulement le billet d'avion, je pars, et on me donne mes petits honoraires et je fais la semaine là et puis je rentre. Et je ne fais rien pour que mes livres soient au programme là-bas. Bon, mais comme il faut quand même essayer de faire soi-même ici, bon, nous allons le faire. Pour reparler de nouvelles interdites, le livre qui coûte environ 7500 francs, et il y a sur la couverture un masque qui est barré avec un trait rouge. Quel est le symbole? Mais c'est le symbole de l'interdiction. C'est comme le sparadrap qu'on met sur les lèvres, que tu ne dois pas parler. Or, c'est important de parler pour que le pays avance. Pour que le pays avance, il est important, il est urgent de parler. Je crois que, encore une fois, la situation a évolué aujourd'hui en 2011. En 2012, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vous dire ne parlez pas. Hein? Aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même déjà une liberté de la parole qui est là, mais on a dû lutter pour ça. Hein? Quand j'ai été élu président des écrivains du Cameroun en 1981, la première chose
lettre que j'ai écrite au président de la République, c'était M. Amadou Ahidjo à l'époque, c'était de lever la censure. Parce qu'à l'époque, quand vous écriviez un livre, à l'époque c'était les éditions Clé qui étaient comme une grande maison d'édition, vous envoyez votre livre à Clé, vous savez ce qui se passait? Il fallait que Clé envoie votre livre à l'administration territoriale, au ministère de l'Intérieur. Et là-bas, il fallait donc que les gens qui sont là-bas, qui ne comprennent rien, et je pèse mes mots, qui ne comprennent rien à l'écriture, biffent des phrases, etc. Et c'est après peut-être 1 an ou 2 ans que le livre revenait à Clé et qu'on pouvait donc le publier. Et je dis, il faut arrêter ça. On a arrêté. Je disais donc au président Ahidjo, s'il vous plaît, enlevez la censure parce qu'avec ça, c'est un handicap. On handicape le peuple pour avancer. Bon, donc si ici sur la couverture, il y a ce trait rouge sur la bouche et sur le visage, c'est cette interdiction-là. Et en réalité, c'est pour dire il faut arrêter. Aujourd'hui, en 2012, le Cameroun est un pays béni. Je crois que nous tous, Dieu a mis sa main sur ce pays. Heureusement. Et ce pays regorge d'intelligence, regorge de potentialité matérielle et immatérielle. Donc, il est grand temps maintenant qu'on ouvre. Parce que le pouvoir est bloqué au Cameroun. Le pouvoir est bloqué. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir pour laisser ces intelligences maintenant, ces potentialités immatérielles et matérielles, c'est-à-dire faire une espèce de symbiose. Et qu'on donne seulement 10 à 15 ans au Cameroun, vous allez voir les miracles qui vont se produire ici. Le Cameroun est un pays béni, je ne sais pas comment, mais la réalité est là. Mais il faut ouvrir. Il faut que le pouvoir ouvre et permette cette synergie des intelligences et des richesses matérielles et immatérielles que nous avons. Et quand ils vont ouvrir, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire des miracles dans ce pays. Alors, vous avez organisé récemment une soirée de lecture consacrée aux nouvelles interdites. Pourquoi cette soirée de lecture? Pourquoi maintenant? Mais parce que le livre venait de sortir. Donc, le livre venait de sortir, donc il fallait inviter les gens pour savoir même que ces nouvelles interdites ont été publiées, qu'elles existent et que bon, les gens prennent goût à ce qui a été raconté, les nouvelles qui ont été racontées. Ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre qui est écrit de telle manière que vraiment quand vous commencez à le lire, comme les gens m'ont dit, vous êtes obligé de continuer. Vous avez d'abord fait des lectures en Europe, en Allemagne, en Autriche. Comment eux, ils ont accueilli cette œuvre là-bas? Mais je vous dis qu'en 1978, quand ce livre est sorti, il est sorti à Lyon. Puisque j'enseignais à Lyon, j'habitais Lyon à l'époque, la grande bibliothèque de Lyon, qui s'appelle la bibliothèque de la Part-Dieu, c'est eux-mêmes qui ont financé la lecture. Ils ont invité des musiciens de jazz, ils ont invité des gens qui lisaient c'est pas moi qui ai lu, hein, des gens qui devaient lire le livre. C'était une très très belle soirée. Et puis il y a aussi la mairie de Vaux-en-Velin, toujours à côté de Lyon, qui a aussi fait une grande cérémonie. Donc plusieurs ont organisé déjà des lectures donc à l'époque. Actuellement, ce livre vient de sortir au Cameroun. Donc, je n'ai pas fait de lecture sur ce livre ailleurs. J'ai fait des lectures ailleurs pour les autres livres. Les Allemands et les Autrichiens m'appellent pour les livres qui sont écrits en allemand, puisque je n'ai pas seulement écrit des livres scientifiques en allemand, j'ai aussi écrit des pièces de théâtre en allemand, des nouvelles en allemand, des romans, etc. etc. Alors, merci, professeur Koumandoumbé III. Nous allons clôturer cette première partie de notre émission consacrée aux nouvelles interdites, votre œuvre qui vient d'être publiée aux éditions Fondation Afrique Avenir Estienne Dialogue. Ce que je conseille aux familles, aux pères et aux mères de famille, ce n'est pas parce que ce sont mes livres, mais mettez les livres à la maison. Achetez ces livres, mettez ça à la maison. L'enfant, le cousin, la nièce va lire même si le papa lui-même ne lit pas. Nous espérons que le message va passer, professeur. Nous allons nous retrouver pour une autre édition de Culturama pour la suite de cette découverte de nouvelles interdites.